Aurore Gorius est journaliste. Elle a été d'ailleurs journaliste au Point pendant quelques années. Nous l'avons invitée parce qu'elle s'est penchée depuis déjà un certain nombre d'années sur un phénomène qui est finalement auquel on fait souvent allusion, mais qui n'est pas très connu. C'est au fond comment le fonctionnement de ces spécialistes en communication qui maintenant sont auprès des politiques, mais aussi des grands chefs d'entreprise, mais aussi parfois auprès d'administrations. Je crois même qu'il y en avait il n'y a pas très longtemps auprès du ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'elle n'y est plus, mais voilà. Alors, elle va nous parler de tout ça. Elle a une compétence évidemment pour le faire. Je ne sais pas si vous m'entendez là ? Oui, bon. Elle a notamment écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Avec un complice, hein, mais enfin, elle y a pris une part très active, parce que quand deux journalistes, un journaliste femme et un journaliste homme écrivent un livre en commun, en général, c'est pas l'homme qui travaille le plus, j'ai remarqué, enfin bon, et qui s'appelle Les gourous de la com. Aurore. Oui, donc sur ces problématiques de communication, c'est vrai que c'est devenu, en matière de journalisme, enfin pour les journalistes, c'est devenu une préoccupation majeure, parce que c'est vrai que la com a pris beaucoup de pouvoir. La communication est un métier qui s'est énormément professionnalisé. Et donc nous, en tant que journalistes, on travaille avec les communicants quasiment au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que le grand public ne sait pas toujours vraiment. En tout cas, il y a des conseillers en com auprès des grands patrons, des ministres, il y en a auprès des sportifs, il y en a auprès de tous les gens qui ont maintenant un accès aux médias réguliers. Il y a des conseillers en com qui font l'interface et qui sont des filtres en matière d'information. Donc nous, en tant que journalistes, on travaille avec ces gens-là. C'est des gens auprès de qui on va demander des informations, auprès de qui on va demander des interviews, qui sont des filtres. Et ce métier a pris beaucoup de pouvoir parce qu'il s'est professionnalisé et aussi parce que, on l'a évoqué, François Bailly l'a évoqué, parce que avec Internet et avec l'accélération du rythme de l'information, avec les chaînes d'information continue, la rapidité de l'information fait que les journalistes sont relativement poreux à la communication, c'est-à-dire que un journaliste qui va avoir besoin d'informations sur un événement qui est en train de se passer, il va avoir besoin d'informations rapidement, et un journaliste qui travaille rapidement et qui a besoin d'informations rapides, c'est un journaliste qui est dépendant de ses sources. Et là, les conseillers en com viennent donner ce qu'on appelle des éléments de langage, viennent donner des informations choisies, sélectionnées, et le journaliste, quand il est pressé, un journaliste qui est pressé, qui est en bouclage, qui doit donner une information très rapidement, c'est un journaliste qui est dépendant de ses sources, et notamment de la com. Donc ça, c'est l'arrivée d'Internet, l'arrivée des chaînes d'information continue a conduit à une dépendance un peu plus forte des journalistes vis-à-vis de la com. En même temps, l'autre phénomène, c'est que François Bailly l'a évoqué, c'est que sur Internet, les journalistes n'ont plus du tout le monopole de l'information. Donc, vous avez des... Alors moi, je suis plutôt spécialisée sur les questions économiques. Sur Internet, les marques, les entreprises, les marques sont elles-mêmes émettrices d'informations. C'est-à-dire qu'elles ont des sites, elles ont des fils d'actualité, elles ont des fils Twitter, donc elles relayent elles-mêmes de l'information et elles produisent de l'information. Elles ont des équipes. Toutes les grandes entreprises ont maintenant des gros services de communication. Depuis les années 80, les entreprises se sont bien dotées en personnes qui assurent leur communication. Les services internes ont beaucoup grossi. Et vous avez maintenant dans les services de communication des entreprises des gens qui rédigent des informations. Alors soit c'est des gens en interne, soit on fait appel à des agences extérieures qui vont alimenter d'informations le site internet, le fil Twitter, la page Facebook. Et évidemment, ça vient concurrencer l'information délivrée par les journalistes eux-mêmes. Donc il y a une place beaucoup plus importante de la com sur Internet. Et puis c'est un métier donc, qui s'est... Alors, on a évoqué aussi, mais faut quand même le rappeler, c'est vrai que nous, on le sent en tant que journaliste. Comme on va vite, on a moins le temps d'enquêter, on a moins le temps de remettre en cause la parole officielle.
Donc la communication est beaucoup moins contrée, elle a plus d'écho. On est plus les relais de la com que si on avait le temps de vérifier l'information et de la creuser. Et c'est vrai qu'en même temps que le nombre de journalistes est en train de baisser, comme l'a rappelé François, puisque cette année, enfin, il y a 37 000 cartes de presse, et là ça baisse un peu cette année. En même temps, le métier de communicant s'est organisé et il y a de plus en plus de communicants. Depuis les années 80, le nombre de communicants a été multiplié par 5. Donc ça représente vraiment une profession beaucoup plus nombreuse que les journalistes. C'est un peu difficile à évaluer parce qu'il y a des communicants dans les entreprises, il y a des communicants auprès des politiques, il y a des communicants dans les collectivités locales. Mais en tout cas, c'est une profession qui doit rassembler 4 ou 5 fois plus de personnes que les journalistes. Donc le rapport de force entre les journalistes et les communicants, il est de 1 pour 4 ou 1 pour 5. Donc c'est vraiment considérable au moment où il y a ce rapport de force entre journalistes et communicants. Donc le métier s'est organisé, le métier est devenu plus professionnel. Et ça s'exprime notamment au moment des communications, de ce qu'on appelle la com de crise. Donc on a tous en mémoire, je pense, des événements de com de crise importants. Ça va de l'affaire Kerviel, par exemple, quand un trader menace de faire sauter la première banque française à travers des placements très, 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 très risqués. Et évidemment, la Société Générale réagit. Elle doit à ce moment-là communiquer, parler de ce qui se passe, essayer de rassurer, essayer d'empêcher que tous les clients de la Société Générale viennent retirer leur argent. Donc il y a un enjeu de communication très fort. Et là maintenant, c'est des choses que les communicants ont beaucoup, beaucoup développées, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réagir très vite. Donc vous avez, au moment de l'affaire de la Société Générale, c'était évident, vous avez le service de com de l'entreprise, et vous avez en plus des agences extérieures qui viennent renforcer les effectifs pour se répartir le travail. Donc il va y avoir une partie des communicants qui vont se charger de répondre à la presse quotidienne, les autres à Internet, les autres à monter des opérations sur les réseaux sociaux, des autres qui vont répondre, qui vont organiser la conférence de presse. Bref, tout ça est extrêmement organisé, c'est vraiment extrêmement précis, extrêmement organisé, dans un temps très court, l'idée étant d'empêcher que la crise médiatique puisse se développer. Donc, et puis, il y a des arguments il y a tout un argumentaire qui est mis en place par les communicants, et notamment, ce qu'on a bien vu dans l'affaire Kerviel, ce qui était vraiment très évident, c'est l'efficacité avec laquelle les communicants de la Société Générale ont réussi à décrédibiliser le trader, décrédibiliser la personne même de Jérôme Kerviel, en le faisant passer pour quelqu'un qui n'était pas très brillant, pour quelqu'un d'un petit peu en recherche de reconnaissance, qui avait pris des risques inconsidérés pour faire ses preuves, qui était un jeune trader, qui n'était pas à la meilleure place au sein de l'entreprise, mais qui cherchait un peu qui avait des ambitions. Enfin voilà, les communicants ont essayé de décrédibiliser le trader et ils ont plutôt bien réussi dans un premier temps, ça c'est une technique de com très très classique, essayer de faire porter le chapeau à Jérôme Kerviel en disant c'est lui, c'est un cavalier solitaire, c'est lui, la responsabilité lui incombe à 100%, et c'est pas la faute de la Société Générale. Et dans un premier temps, ça a plutôt bien fonctionné, même si aujourd'hui, vous le savez sûrement, la théorie de ce cavalier solitaire est remise en cause par les enquêteurs eux-mêmes. Hein. L'enquêtrice qui a travaillé sur le dossier est revenue sur cette thèse tout récemment, et le procès risque d'être réouvert. Mais en tout cas, dans un premier temps, les communicants de la Société Générale ont été très efficaces. Donc voilà, donc les crises, c'est des moments de communication intenses où les journalistes sont sous pression et les communicants peuvent faire passer leur message. Autre exemple plus léger mais très, très récent, la marque italienne de pâte à tartiner Nutella. Il y a eu un cas on en a reparlé récemment puisque notre ministre de l'écologie a refait une sortie sur
le Nutella, évidemment adoré de tous les enfants et de toutes les familles, voilà, avec une très bonne image de plaisir, etc. Mais en même temps qui est composé à 20% d'huile de palme. Donc la ministre de l'écologie a refait une sortie là-dessus. Il y avait déjà eu des attaques contre le Nutella en 2013 avec la volonté de faire passer une taxe Nutella. Et les communicants avaient essayé de réagir pour défendre l'image de Nutella. Il y était très bien arrivé en communiquant sur le plaisir, sur l'émotion, sur les valeurs familiales, le fait que c'était un produit familial qu'on mange au petit déjeuner, la transmission parents-enfants, voilà. Donc ça avait très bien fonctionné. Et ils avaient aussi développé, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, une tactique de riposte sur Internet. Et là, ils avaient donc créé un fil Twitter qui s'appelait Nutella Parlons-en, avec tout un argumentaire sur le fait que Nutella était certes composé d'huile de palme, mais aussi de plein de choses très bonnes pour la santé, que par ailleurs, ils allaient développer ils allaient incorporer désormais une huile de palme bio dans leur pâte à tartiner, ce qui était quand même très amusant. Depuis, on a pu entendu parler de l'huile de palme bio, mais à l'époque, c'était un argument. Et puis, donc, ils avaient créé comme ça un engouement sur Internet, et ils avaient créé une page Facebook aussi, qui avait très rapidement compté un tas d'abonnés. Ils étaient arrivés jusqu'à 20 millions d'abonnés, je crois. Et évidemment, alors tout ça, ça ne coûte pas grand-chose à une entreprise. C'est 400 personnes derrière un ordinateur qui créent un fil Twitter, qui créent une page Facebook, qui font ce qu'on appelle de la communication virale, et avec très rapidement beaucoup d'abonnés pour venir défendre la marque. Il y avait eu spontanément d'ailleurs des internautes qui avaient créé une campagne « Touche pas à mon Nutella ». Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la com a vraiment beaucoup de moyens, et sur Internet, la communication peut prendre beaucoup de place. Et je repense à un dernier exemple de com de crise qui va sûrement vous parler, parce qu'on a vu ces images-là tourner en boucle au moment où le bateau Costa Concordia s'est échoué au large des côtes italiennes. Vous vous souvenez sûrement de ces images. Il y a eu aussi, évidemment, une communication de crise de l'entreprise qui était l'armateur du Costa Concordia, c'est-à-dire Costa Croisière. Et Costa Croisière avait réussi à faire porter le chapeau, entre guillemets, au capitaine du navire, qui effectivement avait abandonné les passagers du bateau. C'était lui réfugié sur l'île et avait laissé les sauveteurs se débrouiller. Il avait quitté le navire, il avait de vraies responsabilités. Mais la communication de crise de Costa Croisière a été très efficace. Ils ont réussi à circonscrire la crise en faisant porter le chapeau. Alors évidemment, ça passe par des contacts avec les journalistes qui sont encore une fois sous pression parce qu'ils doivent couvrir l'événement. Donc on va développer un argumentaire auprès des journalistes pour leur dire mais non, mais c'est la faute du capitaine, voilà ce qui s'est passé, nous on a ces infos-là sur l'enchaînement des événements, c'est lui qui a... il y a eu... Ces ordres de commandement ont conduit au fait que le bateau se soit échoué. Ensuite, il a quitté le navire. Donc c'est lui qui porte le chapeau de la catastrophe. Et là où la com se révèle très efficace, c'est qu'en faisant le porter le chapeau au capitaine, la marque Costa Croisière n'a pas été impactée par les événements. Et c'est même pire que ça, c'est que là où ça a été très efficace, c'est qu'ils ont réussi à retourner les choses. C'est ce qu'on appelle le spin, les communicants, les spin doctors. Spin, ça veut dire ça, ça veut dire retourner. On retourne les choses dans sa faveur. Et au final, Costa Croisière, grâce à la grande exposition, donc à une sorte de publicité, grâce à la grande exposition du mot Costa, Costa Concordia, Costa Croisière, pendant des jours et des jours, on voyait les images en boucle. Costa Croisière s'est retrouvé l'été suivant avec un nombre de clients qui était multiplié par 2. Donc l'événement, la crise, l'échouage du bateau n'a pas du tout porté atteinte à l'entreprise. Grâce aux communicants, l'entreprise s'en est extrêmement bien sortie. Donc c'est pour vous dire la force de la com aujourd'hui, qui permet vraiment de renverser la vapeur malgré des événements qui sont quand même, que ce soit pour la Société Générale ou pour Costa Croisière, des événements parfois très graves. Donc voilà, la com de crise, la com s'est professionnalisée, les journalistes sont sous pression,
sont un peu sous l'emprise de la com. Alors, au niveau de l'information économique, c'est d'autant plus, c'est vraiment très très vrai, puisque pour avoir une interview d'un grand patron, d'un grand patron du CAC 40, il faut négocier, il faut demander de relancer le conseiller en com pendant des semaines et des semaines pour essayer d'avoir accès à ce grand patron. Mais c'est vrai de tous les étages d'une entreprise, hein, c'est-à-dire que quand on veut interviewer un cadre, quand on veut interviewer n'importe qui dans une entreprise, on passe par le service de presse qui va choisir la personne qui va nous répondre, hein, et qui en plus très souvent va demander à relire les citations qu'on va utiliser dans le papier. Donc on se retrouve en économie à être quand même face à une information extrêmement verrouillée, et c'est très compliqué d'enquêter. C'est très compliqué d'avoir des informations de première main. Donc c'est un vrai souci en matière économique, c'est aussi un vrai souci en matière politique, même si là c'est plus facile de contourner le filtre de la com, parce que les politiques ont un besoin d'exposition permanent, donc c'est un peu plus facile. Ils sont bavards, voilà. Mais alors derrière, alors juste rapidement pour vous donner quelques clés de compréhension sur ces communicants, d'où ils viennent, comment ils sont organisés. Aujourd'hui en France, donc dans les entreprises, dans les administrations, il y a des services de presse, mais il y a aussi des agences de communication. Et ces agences ont toutes été créées à peu près à la même période, dans les années 80. Vous avez l'agence Havas, qui est anciennement l'agence Euro-RSCG, que vous connaissez peut-être, puisque Euro-RSCG, c'est Jacques Séguéla. C'est lui qui fait les campagnes de Mitterrand 81-88, hein, donc voilà. Lui, c'est un des plus connus. Aujourd'hui, Havas est dirigé par Stéphane Fuchs, qui est un ami d'enfance de Manuel Valls. Voilà. Donc ce sont des gens très influents. Donc vous avez Havas, qui est une des plus grosses agences de com en France et une des plus grosses aussi au niveau mondial, puisqu'en France, on a cette particularité d'avoir des agences très importantes. L'autre agence importante, c'est l'agence Publicis, qui est la 3e agence de communication au monde. Et vous avez des agences un peu plus petites, comme Image 7 ou DGM. Et ces 4 agences, Havas, Publicis, Image 7 et DGM, ces 4 agences conseillent à elles seules quasiment la totalité des entreprises du CAC 40 et un grand nombre de politiques aussi. Donc, notamment chez Havas, un peu moins chez Publicis, mais chez Havas, il y a véritablement un mélange des genres, puisque dans ces agences, on va conseiller... alors déjà, on va conseiller plusieurs clients économiques. Donc, on peut conseiller à la fois la Société Générale et le Crédit Agricole, ce qui peut poser des problèmes de circulation de l'information entre concurrents. Mais on va aussi conseiller donc des politiques et des entreprises. Et on va conseiller des politiques de gauche comme de droite. Hein. Y a pas l'idée étant d'avoir des relais importants, quels que soient les changements de majorité. On va conseiller à la fois, alors Havas par exemple, conseille, alors je vous l'ai dit, il y a une proximité avec Manuel Valls. Havas était l'agence, à l'époque Euro-RSCG était l'agence qui conseillait DSK, Dominique Strauss-Kahn, avant l'affaire du Sofitel, évidemment. Havas a fait la campagne de Lionel Jospin en 2002. Voilà. Et puis en même temps, Havas conseille Xavier Bertrand, a conseillé Nathalie Kosciusko-Morizet, conseille Laurent Wauquiez. Donc voilà, c'est vraiment tous azimuts. Il n'y a pas au sein de ces agences, on conseille un peu tout le monde pour être sûr, au moment des alternances, d'avoir des relais dans les lieux de pouvoir. Et puis on a des consultants au sein de ces agences qui font quelques années dans l'agence, travaillent quelques années pour l'agence, puis après sont embauchés par dans un cabinet ministériel ou un cabinet d'élu local. Donc ça fait aussi des relais ensuite. Hein. Il y a une circulation comme ça des personnes entre cabinets, agences, etc. Donc voilà, donc les agences se sont vraiment professionnalisées avec ce système de... Alors oui, je disais les conflits d'intérêts. Donc les conflits d'intérêts, ça peut être conseillé à la fois deux personnes d'un même secteur, 2 entreprises d'un même secteur. Stéphane Fuchs disait, a une phrase assez emblématique de ça, il dit 2 clients dans un même secteur, c'est un conflit d'intérêts. 4 clients, c'est une expertise. Voilà. Donc, pour lui, c'est totalement assumé. C'est quelque chose de très assumé. Et
Il y a aussi des conflits d'intérêts puisque, par exemple, Havas s'est retrouvé en 2012, par exemple. Un des clients historiques d'Havas, c'est Peugeot. Peugeot devait communiquer sur une réduction d'effectifs au sein de son entreprise, donc sur un plan social. Hein, la com au monde des plans sociaux est aussi importante pour les entreprises. Et en même temps, Havas conseillait le ministre Arnaud Montebourg, qui était vent debout contre le plan social de Peugeot, et disait que Peugeot ne devait pas licencier, devait limiter la casse. Donc ça crée vraiment des conflits d'intérêts. Et c'est des conflits d'intérêts qui tournent aussi qui tournent à l'instrumentalisation, puisqu'on va aller chercher des politiques parfois pour restaurer l'image de grosses boîtes, par exemple McDo, qui avait une image assez déplorable au début des années 2000 avec la crise José Bové, la crise de la malbouffe, etc. Havas est allé chercher un de ses clients historiques, Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé à l'époque, pour défendre McDo. Donc Xavier Bertrand est allé dans les médias dire que McDonald's avait des produits, avait des menus de plus en plus équilibrés, qui étaient bons pour la santé. Donc il y a comme ça une instrumentalisation aussi parfois des ministres qui malheureusement se prêtent à ce genre de jeu au nom des réseaux, quoi, au nom de la préservation de leur réseau. Donc ça pose vraiment de vrais problèmes. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée de ce qui peut se tramer derrière ces agences, enfin dans ces agences, qui sont un peu des boîtes noires de la démocratie. C'est pour ça qu'on a voulu aller nous fouiller, quand on a fait notre enquête, on a voulu aller fouiller dans les coulisses de ces agences. Et donc aujourd'hui on en est à une situation où, comme je vous le disais, les communicants ont pris une place de plus en plus importante, ont la possibilité on trouve des relais notamment sur Internet pour faire valoir leurs arguments, et face à eux des journalistes de moins en moins nombreux, de plus en plus pris par le temps et avec de moins en moins de moyens, puisque les rédactions sont dans des difficultés économiques qu'on a déjà évoquées. Je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps pour enquêter. Quand on investit sur Internet et que ça ne rapporte pas d'argent, évidemment, c'est très difficile de dégager des moyens pour aller enquêter, vérifier, etc. Alors je veux quand même terminer sur une note positive pour pas trop s'appeler le moral, parce qu'il y a quand même des évolutions, et on est dans une période charnière, hein, journalistiquement parlant. On est vraiment dans un basculement technologique, et on commence à voir apparaître des choses intéressantes quand même, des choses qui permettent justement de contrer les communicants, en tout cas de contourner leur pouvoir. Par exemple, tout le mouvement de l'open data, l'idée qu'il faut que les entreprises, les administrations soient de plus en plus transparentes sur leur activité. Et ça commence à prendre. Aux États-Unis, c'est déjà un mouvement assez important. Mais les données ouvertes, ça se développe un peu, et on voit apparaître donc tout ce qu'on appelle le data journalisme. Alors ça demande un peu de moyens, mais c'est vrai qu'avec le nombre de données disponibles, on a la possibilité d'aller croiser les sources, d'aller chercher dans les chiffres, de croiser les bases de données, d'aller chercher, d'aller faire émerger de ces bases de données des informations. L'autre mouvement, c'est avec Wikileaks notamment, Julian Assange, c'est le mouvement des hackers. Les hackers sont aussi des gens qui vont, parfois de façon illégale, mais pas toujours de façon illégale, qui vont aller chercher dans les bases de données des informations. Et ça peut faire naître, alors on l'a vu récemment avec les révélations sur la NSA, avec des révélations toutes récentes sur l'espionnage. Tout ça, c'est la possibilité d'avoir accès grâce à Internet à des données, à des bases de données, et donc on peut y trouver de l'information. Et puis vous avez aussi le mouvement des lanceurs d'alerte qui, dans les entreprises, vont, entre guillemets, casser le verrouillage de l'information, et des gens donc, dans les entreprises qui assistent à des choses qu'ils considèrent anormales et qui vont prendre la parole, qui vont aller chercher des relais auprès des journalistes très souvent, et qui vont dire voilà, moi j'ai des informations sur des choses qui se passent et que je trouve pas normales, qui vont transmettre ces informations et qui vont donc, alors on a eu des révélations très récentes sur l'évasion fiscale, hein, des gens d'UBS, des gens de HSBC qui ont fait des révélations sur l'évasion fiscale, notamment en Suisse et au Luxembourg. Donc c'est les affaires SwissLeaks et LuxLeaks.
Et là, on voit quand même apparaître des choses un peu nouvelles qui, là, pour le coup, contournent la communication. Hein. Les communicants ne peuvent pas faire grand-chose sur la sortie des informations, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Après, ils peuvent faire des choses sur la gestion de la crise, mais pas en amont. Là, ça leur échappe totalement. Et puis, on voit quand même sur Internet le retour du format long. François le disait, les papiers fouillés sur le long terme, c'est ceux qui sont les plus lus. On voit quand même apparaître maintenant des formats plus longs, des enquêtes qui fonctionnent, avec des modèles économiques qui, bon an, mal an, commencent à émerger grâce au crowdfunding, etc. Donc il y a quand même de l'espoir, et je voulais terminer sur cette note positive. Voilà. Merci. Merci Aurore. Oui, la communication de crise, les éléments de langage, enfin d'ailleurs, maintenant on en parle quand même pas mal dans les journaux hein, de toutes ces affaires-là. Moi j'ai retenu un chiffre là, bon c'est évidemment des estimations à la louche parce que c'est très compliqué, mais enfin il y a 5 fois plus de communicants que de journalistes. Bon, les exemples cités sont éloquents. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que tous ces communicants sont d'une efficacité relative, parce que j'ai en tête quelques exemples. Euro-RSCG, dont Stéphane Fuchs et compagnie, qui ont assuré la communication. Alors prenons des exemples hors de France, mais par exemple de Laurent Gbagbo, ça ne s'est pas très bien terminé pour lui, hein, bon, puisque Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il conseillait aussi le président Ouad du Sénégal qui cherchait à obtenir un mandat supplémentaire malgré la Constitution et son grand âge. Et Ouad a été battu. Ils ont assuré la défense, si je puis dire, enfin, de DSK. On ne peut pas dire que l'image de DSK soit sortie grandie de toute cette épreuve, bien qu'il ait été démontré qu'il était parfaitement innocent. Bon, donc il faut quand même relativiser tout ça. Mais ce qui est frappant, c'est que les échecs ne les empêchent pas de prospérer. En général, quand même, quand on échoue, si vous allez voir un médecin qui vous coupe la jambe gauche au lieu de la jambe droite, vous ne retournez pas le voir. Bon, vous lui faites un procès si vous êtes encore en vie. Mais là, non, ils échouent, mais on continue quand même avec eux. Alors, l'information, rassurez-vous, elle finit toujours par filtrer pour les raisons qui ont été évoquées, les lanceurs d'alerte, et puis parce que, au fond, dans une démocratie, c'est très compliqué de verrouiller les choses. Il y a toujours quelqu'un qui en veut à un autre et qui balance, on ne peut pas verrouiller. Bon, et puis, alors la Société Générale, bon, elle a fait ce qu'elle a pu dans l'affaire Kerviel, mais Kerviel, finalement, tout seul ou avec des moyens beaucoup plus restreint, il a réussi à se défendre. Je ne sais pas si son cas d'ailleurs était tellement défendable entre nous. Hein. Faut pas non plus, moi, j'en fais pas non plus un héros des temps modernes. Hein. Voilà, donc au final, c'est beaucoup d'argent dépensé par tout le monde pour des résultats que je pense assez médiocres. Oui, enfin, en économie, quand même, il y a. Alors, c'est vrai qu'en politique, il y a une telle concurrence et une telle exposition qu'il y a de gros échecs, etc. Mais en économie, quand même, je pense que c'est quand même une. Ils arrivent quand même à faire en sorte que les entreprises soient enfin, il y a peu d'informations qui filtrent sur beaucoup d'entreprises du CAC 40. On ne va pas anticiper sur les questions qui pourraient être posées après, parce que sinon. Il y a ma voisine de gauche qui va se fâcher tout rouge si on ne lui laisse pas un peu la parole quand même. On l'a fait venir de la région parisienne.